Quelqu'un vous fait du mal dans le passé, vous décidez de le pardonner. Faudrait-il oublier tout ce que quelqu'un a fait dans le passé, même si on décide de le pardonner, pour ce qui s'est passé? Ou faudrait-il rester sur ses gardes, parce que la personne a déjà montré des éléments déterminant sa capacité, son aptitude de vous faire du mal. Généralement, quand une personne essaie de toucher votre caractère, détruire votre représentation publique, détruire votre source de revenus, faudrait-il oublier disant qu'il a fait des erreurs et chaque personne mérite une seconde chance? Ou il faut rester sur ses gardes, parce qu'on ne sait jamais quelles sont les intentions. En se rapprochant de vous, vous lui accordez une opportunité de fixer le tir dont il a raté précédemment. Le cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie est très bizarre actuellement. Ils ont pu avoir des compromis à travers Donald Trump, essayant de trouver un terrain sur lequel ils travaillent. Un cessez-le-feu qui a été proposé de 30 jours entre les deux pays dans l'objectif de trouver la paix. Ce qui est bizarre à propos de ce cessez-le-feu est que beaucoup de choses sont en train de se passer pendant qu'il y a cessez-le-feu déjà. Déjà, il y a inhabilité de s'entendre en ce qui couvre ce cessez-le-feu. Trump et Zelensky pensent que le cessez-le-feu couvre les infrastructures énergétiques et les infrastructures civiles. Vladimir Poutine, lui, pense que ça ne couvre pas les infrastructures énergétiques. Hier, 171 drones ont frappé brutalement sur le territoire ukrainien. Évidemment, il y a eu une douzaine de drones qui ont été abattus par l'armée ukrainienne, mais certains drones, évidemment, ont atteint leur objectif final. Un bombardement frénétique. L'Ukraine a rétalié en frappant une base stratégique militaire russe. C'est une base aérienne. En effet, cette base militaire s'appelle Engel Base. C'est une base sur laquelle est posé plusieurs bombardiers russes. Ces bombardiers sont des bombardiers particuliers. Quel genre de bombardiers? Ce sont des bombardiers à capacité atomique. C'est-à-dire des bombardiers dont on peut se servir pour jeter la bombe atomique. Et ces bombardiers s'appellent de White Swine. Une explosion gigantesque a été enregistrée en Russie. C'était à 700 km du territoire ukrainien. Donc ils ont ciblé à l'intérieur du territoire russe. Cette explosion était tellement grande que quelques enregistrements visuels ont fuité. Voilà ce que ça donne. Et évidemment, comme vous le remarquez, à travers cette explosion, un hôpital a été complètement détruit à l'intérieur de la Russie. La question qu'on se pose ici, est-ce que cette base a vraiment été touchée au point où ça a détruit les éléments essentiels sur l'arsenal nucléaire russe ou pas? Bien que l'explosion ne fût pas aussi grande qu'une explosion nucléaire, cette explosion est manifestement de très grande ampleur, comme on le remarque. Alors, ce qui est évident ici, c'est quoi? On essaie de construire le terrain sur un accord final. Entre la Russie et l'Ukraine, actuellement, ils sont en train de discuter sur un cessez-le-feu probablement permanent, mais en attendant, chacun est en train de donner des coups bas. Ça nous réveille à notre histoire précédente. Quand on disait, si une personne te frappe dans le passé, ou si une personne te cause du tort, si une personne fait quelque chose dans l'objectif de détruire ton caractère, est-ce que quand tu le pardonnes en oubliant, ou tu continues à rester sur tes gardes, en empêchant même tes enfants de partir à sa maison, bien que le pardon a été prononcé? L'homme intelligent fait quoi? Il oublie et on voit ses enfants dans la maison du voisin qui étaient manifestement hostiles à son égard. Ou bien l'homme intelligent dit à ses enfants, OK, on n'a aucun problème avec la famille d'à côté, mais faites très attention. N'y allez pas, de peur que quelque chose ne vous arrive. Monsieur ou madame peuvent gentiment vous sourire, mais ne partez pas dans sa maison parce qu'il a déjà montré des signes d'hostilité à notre égard. Zelensky et Trump ont eu un appel téléphonique dont Trump a qualifié de conversation positive. Ils sont en train de bouger vers la bonne direction. Donald Trump dit que c'est une conversation qui a duré plus d'1 heure entre lui et Zelensky. Et contrairement à ce qui s'est passé il y a quelque temps, comme vous le savez, où Zelensky a été bouté hors de la Maison Blanche, cette fois-là, apparemment, Zelensky a compris le modus operandi. Quand vous parlez à Donald Trump, ne sait pas le temps, ne faites pas l'intelligent, dites oui. Et c'est exactement ce qui se passe. Zelensky, par contre, dit que Trump ne lui a pas fait de pression du tout. Today, I have not felt any pressure from President Trump. There wasn't any pressure, that's a fact. I am a sincere person. If that were the case, I would say. Zelensky insiste que Trump ne lui a pas forcé la main. Donc, il est prêt à discuter et à trouver la bonne vapeur entre lui et Vladimir Poutine. Nous soutenons toutes les mesures visant à mettre fin à la guerre. Mais pour les soutenir, nous devons comprendre ce que nous soutenons exactement. Quand le président Trump aura le temps, c'est un homme très occupé, quand il aura le temps, il pourra m'appeler à tout moment. Il a mon numéro de téléphone. Zelensky dit qu'ils ont eu une conversation franche et positive. C'est quand même différent du style dont on avait vu le Zelensky venir à la Maison-Blanche, qui était fermé, fort et brutal dans ses mots. Alors, la trêve entre la Russie et l'Ukraine est évidente. Elle est là. Donald Trump a joué un rôle très important là-dessus. On le voit et ça se voit. Seulement, il y a incertitude parce qu'il n'y a pas de confiance entre les deux parties. Nous sommes sceptiques lorsqu'il s'agit de faire confiance aux Russes.
Il n'y a pas de confiance envers Poutine. C'est pourquoi je dis que nous devons comprendre comment cela fonctionnera techniquement afin que cela ne dépende pas uniquement du désir des Russes. Zelensky ne fait pas confiance à Poutine, qui a frappé à plusieurs reprises malgré le début de la trêve. Poutine non plus ne fait pas confiance aux Ukrainiens. C'est évident. Il a accusé les Ukrainiens d'avoir antérieurement violé les accords. Les Russes ne sont pas prêts à mettre fin à cette guerre. Et nous pouvons le voir, ils ne sont pas prêts même pour la première étape qui est un cessez-le-feu. Il y a clairement ici un brisement de confiance. Et si la confiance se brise, que faut-il faire? Faut-il chercher un moyen de résoudre, de se garder à distance, mais tout en se respectant? Ou faut-il se rapprocher encore davantage, espérant retrouver la relation qu'on avait dans le passé? Quand la confiance se brise, faut-il garder la distance? Le tout dans le respect, ou faut-il se rapprocher davantage? Point d'interrogation. En attendant, dans ce cas de guerre, il faudrait chercher un moyen de recréer cette confiance. C'est une confiance qui a été brisée entre Zelensky et Donald Trump. Pour avoir une trêve ou un accord solide de paix, il faudrait créer un niveau de confiance. Ils ont commencé. Le partage de renseignements en matière de défense de l'Ukraine se poursuivra. Entre la Russie et l'Ukraine, il y a eu échange de prisonniers. Chaque partie a donné 175 prisonniers à l'autre partie. Un moment de bonheur pour les membres de famille de chaque côté, mais aussi l'un des échanges les plus grands depuis le début de la guerre. Il est arrivé quelquefois où une partie a joué l'autre en ne présentant pas le nombre exact des prisonniers promis, mais cette fois-là, Moscou et Kiev sont venus à la fête. Ils ont tous présenté leurs prisonniers et ont fait l'échange comme promis. Comme vous pouvez le remarquer ici, des Ukrainiens tout à fait contents, heureux de reparler à leurs membres de famille. On peut simplement imaginer ce que ça donne. Partir à la guerre dans l'espoir de ne plus jamais revenir. L'évidence, c'est que quand vous partez à la guerre, il y a plus de chances de mourir que de rentrer. Ça, c'est évident. Peu importe la situation, la religion, vous partez à la guerre face à des gens aussi chevronnés que ses adversaires, russes ou ukrainiens indépendamment. Les chances de rentrer à la maison sont très minimes. À plus forte raison, les Ukrainiens qui sont entrés à court dans un terrain complètement étranger. On peut lire dans leurs lèvres le bonheur de reparler à leurs membres de famille. Regardez celui-là en train de crier au téléphone, qui va retrouver sa mère finalement, retrouver une vie normale. Et je suis convaincu qu'il ne voudra plus jamais rentrer à l'armée. C'est certainement pas pour des raisons qui ne sont pas tout à fait expliquées. Après son appel de téléphone avec Donald Trump, Zelensky a discuté avec les leaders européens, qui sont jusque-là ceux qui croient en lui et qui sont déterminés à lui apporter le soutien nécessaire. Les dirigeants européens se sont réunis, à l'exception de l'Hongrie, qui ne veut rien avoir avec l'Ukraine, ne veut pas supporter sur le plan financier ou économique, ne veut pas s'impliquer dans cette guerre. Il pense que l'Europe ne devrait pas diriger tout le monde dans une troisième guerre mondiale contre la Russie, et surtout quand ce n'est pas nécessaire, ou qu'il y a des moyens alternatifs de résorber cette histoire. Zelensky a discuté avec eux. Évidemment, il en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il a compris que les Européens sont beaucoup plus fidèles à lui que ne le sont les Américains, qui, avec Donald Trump, ont manifestement changé de casaque. Les Européens sont prêts à fournir à l'Ukraine les armements nécessaires, l'argent nécessaire, la logistique nécessaire pour continuer cette guerre. Donc il est évident, et pour l'intérêt des Zelensky, avant de discuter avec qui que ce soit, d'écouter ce qu'ont à dire les Européens leaders qui l'ont soutenu depuis sa guerre jusqu'à présent. Les sanctions sont vraiment nécessaires. Elles doivent rester en place jusqu'au début du retrait russe de notre territoire, et tant que la Russie n'aura pas entièrement compensé les dommages causés par son agression. Au-delà de ce meeting en ligne entre Zelensky et les leaders européens, il y a eu un second meeting qui s'est passé en Grande-Bretagne. Dans ce meeting, il y a eu le Premier ministre britannique qui a discuté avec ses homologues sur comment la Grande-Bretagne va s'impliquer sur ce 30 jours de paix entre la Russie et l'Ukraine, comment ils seront présents, comment ils vont contribuer. Ils ont discuté sur comment ils vont déployer des forces de maintien de la paix sur le territoire ukrainien. Ils ont aussi discuté sur quelles armes seront déployées en Ukraine, comment faire pour dissuader la Russie à refaire encore une fois le genre d'attaque qu'ils ont fait sur l'Ukraine. Steinmeier est déterminé à montrer les biceps de la Grande-Bretagne. Je vous rappelle ici que la Russie a complètement rejeté la présence des militaires étrangers, surtout pas de l'OTAN, sur le territoire ukrainien. The presence of the troops from NATO countries under any flag in any capacity on Ukrainian soil is the same threat. Why should we give consent to the peacekeeping force or peacekeeping group even, not force, though they want force, from the composed of the countries who declared us an enemy. Steinmeier a eu une réunion avec des leaders disant « Nous sommes en train de préparer des militaires pour envoyer en Ukraine pendant cette trêve. »
Qu'est-ce qui va se passer pour l'interrogation? Il a fait un petit tour en Irlande du Nord pour aller visiter leur site. C'est en Irlande du Nord qu'est stationné le plus grand site de bombes nucléaires britanniques. Il est donc parti là-bas dans un show de force pour vous montrer que nous sommes prêts, nous sommes en capacité. Monsieur Poutine, évidemment, on sait que c'est télévisé. C'est un message subtil, mais c'est un message grand. Emmanuel Macron a pris le lead depuis le départ des États-Unis, depuis que Donald Trump a décidé de ne pas s'associer à cette histoire de guerre. Macron, lui, apparemment, a des problèmes privés à régler avec Vladimir Poutine. Apparemment, Macron serait en train de discuter avec Zelensky une fois chaque jour. D'ailleurs, pendant une réunion, une conférence de presse tenue par Zelensky, Emmanuel Macron a fait un appel téléphonique. Suivez. Emmanuel, sorry, Emmanuel, I have just conversation with the journalist. Can I be back in some minutes, in 15-20 minutes? Yeah, please. Thank you, Emmanuel. Okay, great, bye-bye. Zelensky affirme qu'il discute avec Macron au moins une fois par jour. Так, я тільки що розмовляв з президентом Макроном, з Еммануелем. Ми з ним часто дуже спілкуємось раз на день. Я б так сказав, в середньому, і дійсно у нас дуже тісні відносини між нашими країнами. Він сильно допомагає. Я йому за це вдячний. Я йому після нашої розмови я йому передзвоню. Évidemment, pour se positionner, pour répondre à la Russie, beaucoup de choses, comme vous pouvez l'imaginer, vient quelque part de pas seulement Zelensky, mais d'autres personnes aussi. Nous avons soutenu évidemment la proposition américano-ukrainienne d'un cessez-le-feu de 30 jours qui permette d'ouvrir de telles discussions. Et à cet égard, la réponse partielle, très décevante de la Russie, je l'espère, n'est qu'un refus momentané. Mais en tout cas, elle a dit quelque chose que nous dénoncions depuis plusieurs mois, c'est que la Russie n'a pas sincèrement envie de cette paix à ce stade. Donc si cette guerre a jusque-là été très difficile à résoudre, vous comprenez pourquoi. Zelensky écoute plusieurs personnes à la fois. Donc Zelensky, comme vous le voyez, est toujours prêt à recevoir des appels téléphoniques et de discuter. Chose qu'on ne dirait pas essentiellement sur Vladimir Poutine. En effet, quand Poutine était censé discuter avec Donald Trump, ils avaient prévu de discuter le mardi à 16h, heure de Russie. Qu'est-ce qui s'est passé apparemment? Poutine aurait fait Trump attendre pendant 1 heure de temps avant de commencer cet appel téléphonique. Une stratégie russe très vieille de temps. Ce n'est pas la première fois. Imaginez-vous Donald Trump assis en train d'attendre que M. Poutine soit au téléphone pendant au moins 1 heure. Les Russes en ont l'habitude, c'est une stratégie ancienne. À la fin de 1949, Mao Zedong de la Chine, désirant discuter avec Joseph Staline, s'était vu attendre pendant 3 semaines pour discuter avec ce dernier. Donc Joseph Staline a fait Zedong attendre pendant 3 semaines. L'objectif de cette discussion était de trouver des résolutions sur des conflits qui se passaient entre la Russie et la Chine à l'époque. Zedong était là, en train d'attendre que Staline accepte de discuter avec lui. C'est un levier de pouvoir que Vladimir Poutine, qui est un excellent étudiant, a appliqué aussi sur Donald Trump. On rappelle ici à Poutine qu'il a un meeting avec Donald Trump. Regardez comment il réagit. Il fait semblant, il fait comme si c'était pas tout à fait important. Écoute, ça peut attendre. On est encore en train de discuter. Je prendrai mon temps. Au lieu de se lever et de courir. Смотреть, что на эту фразу скажет Трамп. Может быть, он любит интервью давать, может уже отреагировать. Трампа не упоминал. Не, он знает, что у нас дискуссии. C'est une stratégie de haute classe. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Laissez votre commentaire. Nous savons que vous êtes très intelligents. Vos commentaires, quelquefois, nous inspirent. Et on va commencer à citer les commentaires les plus intéressants. God bless.